Vous regardez Télésud, bonjour à tous. Entre les chaînes d'infos continues qui monopolisent les écrans, la presse quotidienne qui tente de résister, le journalisme terrain live et les réseaux sociaux insatiables, l'information et plus généralement l'univers du média se métamorphosent année après année, mois après mois. Même s'il reste le prétexte favori des puissants qui cherchent des boucs émissaires, des anonymes qui veulent exister ou dénoncer, qui soient souvent considérés comme des instruments du pouvoir ou les marionnettes des plus riches, à qui la plupart du temps ils appartiennent, de nos jours, le rôle des médias tient de l'équilibrisme. Avec des outils simplifiés, des connexions toujours plus puissantes, l'information aussitôt captée est immédiatement diffusée, parfois commentée, rarement contredite, pas le temps. Une autre est déjà en attente dans notre fil d'actualité. Mais si la technologie modifie incontestablement la création et la production de l'information, n'est-ce pas son modèle économique qui bouscule ses codes ? Le marché médiatique est un marché spécifique, puisqu'un média est vendu deux fois. Une fois à ses clients directs, lecteurs, spectateurs, followers, comme tous les produits, mais également une seconde fois aux publicitaires qui, eux, s'intéressent aux clients. De fait, pour un média, nous sommes à la fois clients et produits, et pour être un produit rentable auprès des publicitaires, il faut que nous soyons un grand nombre de clients. Vous l'aurez compris, c'est une équation complexe qui amènerait parfois certains médias à substituer l'idéologie, la pédagogie, voire même la déontologie à la démagogie. Substitution qui ne passe pas inaperçue auprès du public, qui, d'après certaines études, se désintéresse toujours un peu plus de l'actualité, qui fait de moins en moins confiance aux médias qui les diffusent, mais qui, paradoxalement, les regardent toujours autant et sous toutes leurs formes. Alors, les médias, instruments de démocratie indispensables ou simples produits de consommation, on en parle avec mon invité juste après ce premier sujet. Bon visionnage. Que ce soit sur les écrans de télévision, d'ordinateur, de smartphone, qu'ils soient papier ou virtuels, dans nos sociétés, le média est un outil indispensable à la propagation de l'information. Dans toutes les langues, sur tous les sujets, il s'est installé durablement dans nos quotidiens. De la Gazette, premier journal imprimé en 1631, jusqu'aux réseaux sociaux, le rôle du média est de traiter l'information en conservant impartialité et déontologie. La plus grosse difficulté, c'est de justement ne pas se laisser submerger par les informations qui arrivent tout le temps, sur le même thème, et d'arriver à avoir des traitements différenciés pour d'autres sujets qui sont au moins aussi graves. Considéré hier comme l'instrument de l'alchimie démocratique, il est aujourd'hui souvent critiqué, voire accusé d'être l'outil des pouvoirs politiques et économiques, au point qu'une majorité d'Européens estime qu'il détourne l'information pour répondre à des intérêts privés. Cette défiance ne date pas d'aujourd'hui. En 1897, Jean Jaurès, fondateur du journal L'Humanité, estimait que « Il n'est pas possible de régler et moraliser la presse qui, pour s'industrialiser, a besoin de grands capitaux, c'est-à-dire de ceux qui en disposent. » Plus récemment, la crise des Gilets jaunes a accentué cette défiance vis-à-vis des médias en défendant un travail de proximité et l'impartialité du traitement de l'information. La colère issue de cette crise a fragilisé les structures classiques de l'information qui doivent désormais faire face au monde digital. Mais c'est l'indépendance de la presse et des chaînes d'information en continu qui est le plus souvent remise en question. Pour un grand nombre, la concentration des médias entre les mains de quelques puissants est incompatible avec l'idée d'une information libre et sans influence. Ce mélange des genres serait la cause de la disparition du journalisme d'investigation pour de l'information rapide, peu coûteuse, afin de privilégier les intérêts des actionnaires. L'information ne serait alors plus qu'un produit à consommer, partager et vite oublié. Si le public est de plus en plus méfiant vis-à-vis des médias, paradoxalement, il le consomme toujours plus, sous toutes ses formes. Bernard Volcker, bonjour. Bonjour, merci. Je suis très heureux de vous recevoir parce que vous avez été grand reporter, chef du service de politique étrangère de TF1, directeur adjoint de l'école de journalisme de Sciences Po. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous avez été le plus jeune présentateur du journal télévisé pendant 2 ans. Et pour notre public, actuellement, on a le plaisir de vous retrouver toutes les semaines sur notre chaîne Télésud pour votre revue de presse accompagnée d'éminents journalistes et éditorialistes. Bernard, une toute première question toute simple. Que pensez-vous des médias actuellement et est-ce que vous considérez qu'ils jouent toujours leur rôle ? Et d'ailleurs, c'est quoi le rôle des médias ? Alors précisément, le rôle des médias et plus précisément le rôle des journalistes, c'est quand même assez simple et il ne faut pas perdre de vue les notions de base.
Le journalisme, c'est l'étude d'un événement, d'une situation qui survient plus ou moins spontanément, et de connaître exactement les causes de cet événement ou de cette situation, et éventuellement de réfléchir aux conséquences possibles en fonction de ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire connaissance de l'histoire. Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, mais ça arrive quand même que ce soit intéressant de savoir comment tel problème a été traité dans le passé. Donc, en fait, le journaliste a une fonction explicative, de détailler les choses et non pas de prendre parti contre l'un ou l'autre ou d'être à la solde de X, Y. Vous avez un événement qui survient, le journaliste explique exactement ce qui s'est passé, explique la situation et ensuite réfléchit aux conséquences que ça peut avoir. Donc c'est assez simple. Oui, alors là, en vous écoutant, j'étais en même temps, j'étais en train de me dire, mais c'est un métier qui n'existe plus. Là, ce que vous êtes en train de me dire, les fondamentaux du métier, ils sont plus d'actualité, ou alors très très peu. Enfin, qu'est-ce qui a fait que c'est autant changé selon vous ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les journalistes... j'allais dire normaux, qui travaillent dans le... Alors, on va faire justement une distinction, parce que les gens souvent font la confusion avec le média dans son ensemble. Oui. Il y a les médias d'information, les chaînes continues, la presse, la télévision, la radio. Est-ce que, selon vous, selon chaque corporatisme, il y a un type de journalisme différent ? Non, le journaliste qui a sa carte professionnelle, qu'il soit à l'AFP, qu'il soit au Monde, qu'il soit dans une chaîne de télévision comme TF1 ou France Télévisions, exercent leur métier dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de différence de journaliste qui soit plutôt après, il y a des bons et des mauvais journalistes. Oui, bien sûr. Mais alors, selon vous, parce que le métier de journalisme et le traitement de l'information est très décrié, on l'a vu dans le sujet qui a été présenté juste avant, on parle il n'y a plus de déontologie, ils sont à la solde, comme vous disiez, des plus puissants, des groupes financiers, des politiques. Alors là, attendez, je vais essayer de tordre le cou à cette idée, parce que j'ai travaillé dans le public pendant très longtemps, à l'ORTF, puis à la Première Chaîne, puis ensuite dans le groupe Bouygues. Et s'il y a une influence, c'est du propriétaire ou de l'État, on ne peut pas l'empêcher parce que c'est humain. Mais c'est une influence à laquelle on résiste. C'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit c'est très intéressant ce discours, ce serait bien d'en parler, etc. Mais le journaliste, ça lui rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et par exemple, dans le groupe Bouygues, qui est un groupe privé puissant, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'intervention pour orienter l'information d'une façon ou d'une autre. Peut-être que franchement, j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé, que le président du groupe Bouygues peut téléphoner au président de TF1 en lui disant « ce serait sympa si tu invitais un tel dans le JT », mais ça ne peut c'est pas pas aller. L'influence, ça, c'est... Par exemple, Patrick Lelay, oui, qui était président très longtemps, il s'était fait un point d'honneur de ne jamais descendre dans la rédaction. Il ne venait jamais, on ne le voyait jamais. Pour aller voir Patrick Lelay, il fallait demander rendez-vous et aller le voir. Et Étienne Moujotte, qui est un journaliste et qui était resté journaliste dans l'âme, venait pour les événements spéciaux, quand il y avait pour coordonner la réponse de TF1 avec l'événement, les attentats, les choses comme ça. Donc oui, mais là, vous me parlez d'une époque qui est un peu révolue. Non, vous êtes sûr, même encore maintenant, dans les chaînes d'information continue, avec les influents... Alors, attendez. Les chaînes d'information continue, il y a une différence. C'est que souvent, ils emploient des journalistes jeunes qui ne sont pas... C'est pas toujours le cas, hein, qui ne sont pas très expérimentés. Et on voit quand il se passe, par exemple, je dis n'importe quoi, une catastrophe au Pakistan, mais qui a un impact très fort sur Al-Qaïda. Là, on sent qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas si c'est Al-Qaïda, si c'est une autre organisation, qui a fait l'attentat, et tout ça. Ils ne sont pas capables ils n'ont pas le background. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour l'analyse. C'est sans doute ça, c'est parce qu'on les prend jeunes, on ne les paye pas très cher, et ils turbinent 24 heures sur 24 sans avoir le temps, ou ils n'ont pas fait des... Et ça, c'est le principe de l'industrialisation, en fait. Oui, exactement. Donc, mais ça n'est pas obligatoire de regarder les chaînes d'information continue en permanence. Moi, je déconseille ça parce que c'est anxiogène, ça ne donne que des mauvaises nouvelles et ça surfe sur l'actualité.
ça ne parle pas du fond, ça n'étudie pas les causes. Il y a évidemment des débats, et alors là, des débats... Mais alors ça répond à quelle demande le fait de surfer sur l'actualité, ça répond à quoi? Ça répond, comme je le disais en préambule, à satisfaire des annonceurs, satisfaire des groupes. Oui, bien sûr, c'est pour avoir de l'audience, parce qu'on sait très bien que si vous prenez les choses à leur plus bas niveau, vous aurez le plus grand nombre de... vous voyez, si vous faites France Culture à la télévision ou même à la radio, vous n'aurez pas l'audience d'une émission de variété avec X, Y ou Z où des mannequins viennent donner leur position sur la politique ou des choses comme ça. Non mais alors là, Bernard, vous êtes en train de me dire tout simplement que ce qui fait la différence au-delà du traitement de l'information, c'est aussi le public. C'est que le public a changé. Bien sûr. Non, le public n'a pas changé, mais le public auparavant... Son mode de fonctionnement, donc de consommation a changé. Non, mais les audiences ont beaucoup augmenté parce qu'on a transformé le produit qu'on offre. Quand il y avait des émissions emblématiques qui traitaient les dossiers à fond, il y en a toujours sur Arte, par exemple. Mais regardez les audiences d'Arte. Donc le public, ce qu'il veut... Il ne veut pas passer son temps à se creuser la cervelle, à réfléchir. Il veut, quand les gens sortent du boulot, ils sont stressés, ils ont je sais pas, des problèmes de la vie courante, ils n'ont pas envie de s'angoisser. Voilà. Donc, ils regardent des choses plutôt divertissantes. C'est simpliste quand même. Oui, c'est simpliste, mais tous les chiffres confirment ce que je dis. Il y a des enquêtes magnifiques sur Arte, des enquêtes de fond sur tous les problèmes contemporains. Et les audiences n'ont rien à voir avec celles de TF1 ou de France Télévisions. Mais est-ce que ce qui n'a pas bouleversé tout ça aussi, c'est le tsunami numérique avec les réseaux sociaux, avec cette information spontanée, bonne ou mauvaise, enfin information, ce témoignage de la plupart, souvent un peu biaisé, un peu adapté. Est-ce que c'est pas ça qui a pressé justement le journalisme classique à essayer de s'adapter pour essayer d'équilibrer un rapport de force? Mais quelles sont les raisons du succès de ces médias, comme vous dites, numériques? Le succès, c'est que n'importe qui, au fin fond de sa campagne, il voit un homme politique à la télévision et paf, il lui lâche une insulte, et sans avoir réfléchi ni à son programme, ni le connaître, ni rien du tout. C'est un échange. Quand vous lisez ces tweets, vous voyez bien que... n'importe qui parle de n'importe quoi et que ça n'a aucun sens. C'est pas du journalisme. Non, c'est pas du journalisme. C'est vous qui faites la... Non, mais il y en a qui... Parce qu'en fait, il faut préciser que pour être un média, ça sous-entend qu'on Ils ne sont pas reconnus comme médias. Oui, parce que... Vous ne pouvez pas avoir la carte de presse parce que vous tweetez. Non, on rappelle qu'un média, c'est quelqu'un qui est responsable de ses propos. Oui. Ce que n'assument pas Facebook, Twitter ou Instagram, qui considèrent n'être que des plateformes de partage d'informations. Ouais. Mais là, je vais prendre l'exemple. C'est un peu, là aussi, c'est une grosse hypocrisie parce que je vais prendre l'exemple de Twitter qui a censuré le tweet de Trump suite aux émeutes aux États-Unis après la mort de George Floyd. Il se comporte comme un média à partir du moment où il censure un propos politique. Ils n'ont pas censuré. Ils n'ont pas censuré. Ils ont mis un avertissement en disant que le contenu en question... Ah non, c'est pas la censure. La censure, oui, c'est le supprimer. Ouais. C'est une mise en garde qu'ils publient parce que Trump a publié un truc carrément faux. Et ils sont parti pris, Bernard, du coup. Ils ont un parti... Enfin, ils ont le parti pris, justement, d'un certain sérieux et d'essayer de ramener le débat à un niveau normal et pas des insultes, des injures, de la diffamation. Mais s'ils interviennent d'un propos politique du président des États-Unis, ça veut dire qu'ils se comportent comme un média, ça veut dire qu'ils veulent être responsables de ce qui est diffusé sur leur plateforme. Non, je pense qu'ils veulent contribuer à une sorte de paix sociale en limitant les dérapages. Par exemple, Trump, il est quand même connu pour ne publier une majorité de choses complètement fausses. Complètement fausses. Il n'aura pas sa carte de presse. Il n'aura pas sa carte de presse, sauf s'il change de coiffeur peut-être. Mais c'est un homme politique, c'est une sorte de petit dictateur en puissance. Et lui, il dit sa vérité. En fait, c'est pas la vérité. C'est un populiste et il veut chauffer les gens de son parti et avec ce genre de dénonciation qui ne repose sur rien.
le roi de la fake news. Hein, oui, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé. Mais d'ailleurs, pour en revenir aux réseaux sociaux, le rapport de force, est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça qui a bousculé les principes et les codes de ce qu'on appelle la presse, enfin les médias classiques, radio, télévision, presse? Est-ce que l'arrivée du numérique, l'arrivée de l'instantanéité des réseaux sociaux a vraiment bousculé les habitudes de ces médias? Un petit peu. Pas beaucoup. Plus que ça. Non, pas beaucoup, parce que les journalistes consciencieux qui existent dans les médias connus et reconnus se servent un peu de Twitter pour faire parler de leurs articles, pour leur donner un peu plus de publicité, et aussi, éventuellement, ils répondent aux questions de leurs lecteurs. Donc, ils voient dans quel sens les lecteurs leur répondent. Mais c'est pas un vrai bouleversement, je trouve. C'est un bouleversement pour les accros de Twitter, les accros de tous ces médias, de Facebook. Pour le public, en fait, c'est un bouleversement. Si vous n'avez ni Twitter ni Facebook, vous pouvez être très très bien informé. Mais si on a il y a des gens qui vont vous dire, mais s'il y avait ni Twitter, ni Facebook, ni même Instagram ou quoi que ce soit, aucun réseau social. TikTok. Non, TikTok, c'est vrai. On n'aurait pas su exactement ce qui se passait lors des Gilets jaunes, par exemple. On aurait eu une information mainstream et on n'aurait pas pu aller au cœur avec ceux qui se filmaient, les leaders d'opinion de ces groupes. Parce que ça a été un moment vraiment, un moment charnière, soi-disant, pour les complotistes. Ouais. Voilà. Les complotistes au sein des Gilets jaunes. Oui. Ah, ok. Oui, bien sûr. Puisque eux prétendaient, enfin ils avaient des théories absolument absurdes sur l'ensemble de la situation. Mais ils vont vous dire, Bernard, vous n'y étiez pas, nous on était au cœur du truc, on sait ce qui s'est passé, comment vous êtes en train de défendre un journaliste. Mais j'y étais, j'ai parlé à des Gilets jaunes, j'étais aux Champs-Élysées quand ça brûlait, je ne sais pas ce qu'ils avaient brûlé, une voiture ou d'autres choses, il y avait les flics d'un côté. J'ai vu ça. C'était une espèce d'hystérie collective. Et les gens tenaient des propos sur la dette, sur la politique, sur les forces obscures qui dirigent le monde et tout ça. Et ça, c'est pas récent, absurde, ça. Absurde. Non, ça a toujours existé, mais ça n'avait pas un tel retentissement. Parce qu'avant, n'importe qui ne pouvait pas tweeter ou participer à... Et vous trouvez que dans l'actualité qui nous est la plus proche, c'est-à-dire la pandémie du coronavirus, est-ce que vous trouvez qu'on a traité un peu cette épidémie de la même manière, avec la même excitation que les Gilets jaunes ou que d'autres choses, avec un peu le professeur Raoult, tout le monde s'est jeté dessus, on est allé vers le sensationnalisme aussi, en oubliant un petit peu quand même qu'on a affaire à des médecins, des gens malades, avec des chercheurs. Est-ce que les annonces un peu précipitées, j'ai trouvé un vaccin, on est sur un coup, est-ce que ça n'a pas été aussi... est-ce qu'ils n'ont pas aussi subi l'instantanéité des chaînes d'infos? Il fallait tout de suite sortir quelque chose, quitte à aller à l'encontre de leurs principes de recherche, d'attente, d'analyse? Alors, c'est vrai que le principal reproche qu'on puisse faire à la presse actuellement, c'est qu'elle tire plus vite que son ombre, quoi. Avant de réfléchir, ils publient l'information et puis après, ils réfléchissent. Et ça, c'est le défaut des chaînes d'information. En ce qui concerne l'histoire du Covid, personne n'y était préparé. Le gouvernement non plus, dans aucun pays, donc on ne peut pas vraiment reprocher au gouvernement d'avoir dit un certain nombre d'âneries qui se sont révélées comme telles. Je n'ai pas l'impression qu'on le reproche plus que ça. Oui, je pense que si la défiance vis-à-vis du gouvernement dans les sondages et vis-à-vis du président Macron s'explique un peu par les cafouillages de cette affaire. Et il y a eu aussi une réaction extrêmement forte du gouvernement, ce confinement avec la police qui circule dans les rues, qui demande des papiers. Enfin, ça, c'était exagéré dans d'autres pays. Par exemple, l'Allemagne, ce qu'il faut s'interroger, c'est savoir pourquoi les Allemands, il y a eu 4 fois moins d'Allemands qui sont morts proportionnellement à la France. Il y a eu beaucoup moins de morts et les gens n'ont pas été... il n'y avait pas la police dans la rue, Ausweis et tout ça, rien du tout. Donc la presse, elle a joué, c'est vrai, un rôle un peu... mais ça a aidé quand même la population à comprendre que vraiment c'était sérieux, c'était très dangereux.
Raoult, c'est un épiphénomène. Moi, je n'ai rien à dire sur ce monsieur. Mais c'est pas. Oui, non, mais je veux dire, l'hystérie. C'est pas le docteur Foldin, quand même. Oui, en partie, parce qu'il traite les gens avec mépris, il sait tout, il a tout vu, et tout ça, il a tout Ça ne remet pas en cause quand même ses acquis. Ça ne remet pas en cause les études qu'il a faites et tout ça, mais vous savez, il y a des tas de gens qui, après un certain âge, débloquent un peu, donc on peut peut-être le ranger dans cette catégorie, je ne sais pas. On verra bien les études en cours. Mais pour en revenir au traitement de la presse, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu faire autrement ? Le traitement, pardon ? De la presse, de la pandémie, de l'épidémie, du Covid, est-ce que vous pensez que... Non, humainement, non. Humainement, non. Je pense que s'il y a une deuxième vague qui survient, les choses seront beaucoup mieux organisées et aussi le gouvernement réagira d'une façon plus sereine. Alors, ce que je vous propose, Bernard, c'est de regarder comment la presse togolaise a géré cette histoire, enfin cette pandémie. On est allé, avec notre correspondant, voir une rédaction d'un journal, une radio et quelques micro-trottoirs. Je vous propose qu'on regarde le sujet tout de suite. Dans les locaux du site hebdomadaire privé du Togo, l'heure est au bouclage. Tout est fait prêt pour la prochaine parution. La part belle est accordée au Covid-19. C'est normal que la Covid puisse prendre une grande place. Vous savez, depuis l'arrivée de cette crise, les médias font un travail incroyable. J'ai l'habitude de dire, à part les médecins, c'est les médias qui font le travail. Parce que c'est nous qui sensibilisons, c'est nous qui allons sur le terrain, c'est nous qui prenons les risques. Et la Covid ne nous a pas empêché de continuer d'aller prendre des risques pour informer. Parce qu'on doit informer les Togolais, on doit les sensibiliser, on doit leur expliquer les mesures barrières, insister sur le fait qu'il ne faut pas relâcher. Même son de cloche ici à la rédaction de Pyramide FM, cette radio a renforcé sa grille de programme avec une nouvelle émission dédiée à la santé. Dans les journaux parlés, les sujets liés au coronavirus occupent une place primordiale. La réalité s'impose à nous, eh bien, on ne peut pas faire autrement. C'est vrai qu'au-delà de parler de cette pandémie, il y a d'autres actualités que nous-mêmes nous créons, parce qu'il s'agit aussi de créer l'actualité en initiant de petits dossiers, de petits reportages hors coronavirus. Le Covid-19 est relativement le chou gras de la presse togolaise depuis l'annonce des premiers cas de contamination. Les médias togolais dans leur ensemble ne se sont pas fait prier pour jouer leur partition, celle de sensibiliser l'opinion au respect des mesures barrières. Mais l'augmentation du nombre de cas ces derniers jours a obligé certains médias à intensifier la sensibilisation au point de reléguer d'autres sujets au second plan. Si pour certains Togolais, le pays a d'autres problèmes bien plus graves, d'autres estiment en revanche que les médias jouent pleinement leur rôle. Parce que le coronavirus à Togo, tous les radios, télé, les journalistes au Togo, que les Togo, problème que les Ayadoudou les Touamé. Ayadoudouné. Agouton konou, le douk berkazeton, le Touamé. Beaucoup de temps, nous les milo, c'est média. Vu la lutte des choses, et il y a une actualité que les bé. Par exemple, nous sommes côté sportif. Bon, sport ben dépend balo. Nous sommes politiquement, nous dépend balo marché politiquement. Nous le pompo kounenti néné, peut-être ça va faire que Milan non suivre une collègue blanc. Milan se protéger du coup. Propagation idiot et dans la ikava. Selon certains observateurs, l'absence d'information et la circulation de fake news est ce qu'il y a de plus stressant en période de crise sanitaire. Il va sans dire que le travail des médias constitue le pile dorsal dans la lutte contre le coronavirus. Dans les locaux du... Ce qu'on voit au travers de ce sujet, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu que le coronavirus comme actualité, notamment là au Togo. On se rend compte que pour eux, il y avait d'autres priorités. Oui, il fallait parler de ça, mais quand il faut manger, quand il faut travailler, quand il faut survivre, ce que nous, on a peut-être oublié, c'est-à-dire que, alors on n'a pas les mêmes problèmes, hein, bien évidemment, mais on a oublié de parler des migrants, on a oublié de parler des conflits en Syrie. Il n'y avait vraiment pas de place pour ça. Il fallait qu'on parle que de ce coronavirus. Il y a quand même une chose qui a été bien traitée, c'est le problème du chômage et les conséquences économiques avec une perte de PIB de l'ordre de 10 à 11%. C'est lié à la pandémie. Oui, c'est lié à la pandémie, mais c'est un aspect important et c'est pour ça qu'il fallait absolument reprendre l'activité parce que sinon le pays était ruiné, donc ça n'aurait pas arrangé les choses, et surtout pas pour les malades. Donc, et c'est vrai que les principaux événements du moment, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Afghanistan, partout, continue, mais la place est limitée dans les journaux, donc...
Une dernière question, Bernard. Comment vous voyez l'avenir et l'évolution du média? Est-ce que vous pensez qu'on va aller encore plus vite, plus tout, ou on va revenir à des médias de niche qui vont se spécialiser sur des secteurs d'activité pour des publics bien précis, quitte à avoir 1000 personnes ou 1000 lecteurs, mais 1000 sûrs tout le temps, plutôt que de temps en temps 10 000 et 5 la plupart du temps? Peut-être un peu de tout ça, mais surtout ce que je crois, c'est que les médias vont évoluer de façon électronique. C'est-à-dire que le papier, on en vendra toujours un peu, mais peut-être 10%, que ce sera beaucoup vu avec un renouvellement assez rapide. Mais le public, le consommateur, si j'ose dire, est libre de choisir son média. C'est à lui de faire une sélection de ce qui l'intéresse. Au lieu d'appuyer sur le bouton et de laisser, par exemple, une chaîne d'information continue ou des séries, et de laisser ça toute la journée sans trop réfléchir à ce qui se passe, il faut faire un effort. Vous parliez des efforts que font les journalistes au Togo, mais le téléspectateur, le lecteur doit faire un effort pour savoir exactement ce qu'il veut. Et quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il trouvera toujours la réponse dans la presse. Bernard Volcker, merci beaucoup. Merci à vous. TLS+, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt.